de ce séminaire. On est ravis d'être là avec vous aujourd'hui pour effectivement une conférence en binôme, donc en dialogue. Donc voilà, ça ne va pas forcément durer plus d'une heure et on verra à la fin si vous avez des questions, si on peut poursuivre l'échange. Je vous préviens aussi qu'on vous demandera en cours de conférence votre avis, vos réactions sur une question précise, on vous le dira. Donc n'hésitez pas à réagir soit directement via le micro, soit via le chat. Donc, Clara a bien résumé nos deux parcours, je crois. Et puis, bon, c'est pas la première fois qu'on fait des choses ensemble avec Fabien. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de... Alors, on s'est rencontrés dans le cadre de l'association Bonne Pioche, qui est une association Lyon 2, donc qui malheureusement a été clôturée cette année, qui visait donc à promouvoir l'archéologie auprès d'un public qui n'a pas forcément l'habitude d'y avoir accès, par exemple, donc les enfants à l'hôpital. Le projet a commencé comme ça. Donc, on a tous les deux mené un doctorat à l'Université Lumière Lyon 2. Et puis ensuite, Fabien a eu cette idée de Antiquipop, donc il a créé l'association, le carnet, auquel j'ai contribué aussi via quelques articles. Nous avons co-organisé avec Laurie Nuria-André également le premier colloque Antiquipop à Lyon en 2016. Nous avons coécrit un article pour la revue Tercites, donc en 2017. Et puis, donc il y a eu un deuxième colloque Antiquipop à Toulouse en 2019 que Fabien a organisé et auquel j'ai eu l'occasion également de participer. Donc, nous avons choisi pour ce séminaire de partir d'une expérience concrète d'enseignement, vous l'aurez compris via le titre, je pense, à partir de mon expérience sur le terrain, qui s'intègre dans le programme de l'option latin en troisième, et puis qui va s'inspirer aussi partiellement de mes expériences de recherche dans le cadre d'Antiquipop, mais aussi de celle de Fabien. Donc, on va vous présenter le projet aujourd'hui, un peu sous la forme d'un état des lieux, d'un travail qui est perfectible, et donc on aimerait aussi avoir vos retours, vos réactions éventuellement. Et un peu comme j'utilise mes élèves comme des cobayes dans ce genre de projet, on va aussi vous demander donc votre avis. On va vous parler du fruit de nos réflexions avec Fabien, aussi bien d'un point de vue didactique que pédagogique, dans l'idée que ce projet s'enrichisse, puisque j'y reviendrai, j'ai déjà mené 2 fois ce projet dans des contextes bien différents, et j'aimerais le renouveler et qu'il s'améliore au fur et à mesure. Et donc, voilà, moi, j'ai fait part à Fabien de mon expérience de terrain, et lui, il est venu par ses connaissances et son expertise didactique apporter justement un travail très réflexif sur les choix pédagogiques que j'avais pu faire. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais vous présenter rapidement la nature du projet, dans quel cadre justement didactique ce projet s'insère, et le contexte global, pour que vous ayez une idée un peu plus précise de la classe, du collège, etc., avant de venir vraiment détailler le projet, de quel constat je suis partie pour le mener, comment il s'est déroulé en détail, quels étaient ses objectifs, les résultats et puis les perspectives d'amélioration que nous avons déjà pu avoir ensemble avec Fabien. Et puis, nous terminerons sur un aspect vraiment autour de l'intérêt de cet outil de la réception de l'Antiquité qu'on utilise beaucoup dans Antiquipop, dans ce genre de projet. Donc, c'est un travail de groupe qui a été mené avec mes 3e latinistes, alors qui était au départ prévu sur 3 séances, j'y reviendrai, qui au final a pris plutôt 5 à 6 séances d'1 heure, donc sur la figure historique de Cléopâtre et sa réception, selon des thématiques et des sources diverses que j'ai proposées aux élèves, que je détaillerai plus tard. C'est un projet pluridisciplinaire qui implique le latin, l'histoire bien sûr, mais aussi l'histoire de l'art, une part de français, une part d'éducation morale et civique aussi, puisqu'il y a des aspects, une dimension morale et civique sur ce projet. Alors, tout projet doit mener à une production finale dans le secondaire. Donc, voilà, ça a pris la forme d'un oral avec diaporama, j'y reviendrai aussi. Et puis, d'un point de vue vraiment pédagogique, et là, je vais laisser la parole à Fabien, ce projet s'inscrit dans ce qu'on appelle la pédagogie de projet et aussi donc les projets engageants. Oui, effectivement, comme l'a dit Élise, on a essayé de réfléchir ensemble un peu sur ce qu'elle avait fait, sur comment ça s'inscrivait un peu dans des pratiques pédagogiques. Et donc, on est allé voir vers comment catégoriser un peu pédagogiquement le type de travail qu'Élise a conçu.
et voir, ça nous a permis de réfléchir aussi sur l'efficacité, sur la portée un peu de ce projet. Donc, on a vu que la pédagogie par projet, donc qui est maintenant quand même un type de pédagogie répandue et largement pratiquée, même si je suppose que pour des contraintes de temps, ce n'est pas non plus souvent ce qu'il y a de plus facile à mettre en place. Mais donc, on est vraiment dans une pédagogie par projet ici, avec des élèves qui vont s'engager activement dans le projet, qui vont créer du sens. Ça, c'est ce que je trouve le plus important dans ce projet. Et donc, un apprentissage qui est dit vivant. On a un travail qui se prolonge aussi sur le temps. Donc, c'est assez intéressant de voir que c'était prévu sur un certain nombre d'heures et finalement, ça a été sur plus d'heures. Et ça montre aussi l'intérêt des élèves pour ce qu'ils faisaient, à mon sens. Donc, on est sur un travail sur une période prolongée. Ça engage les élèves autour d'une ou plusieurs questions. Ils doivent s'appuyer sur leurs travaux d'une séance à l'autre et aussi, ils doivent présenter, assumer ce qu'ils ont fait les séances précédentes face à leurs collègues, puisqu'ils vont présenter, et aussi, évidemment, avec l'enseignant, l'enseignante qui circule, évidemment, pendant le travail et auprès de laquelle ils vont ensuite rapporter leurs résultats. Cette pédagogie par projet, elle est réputée aussi permettre une connaissance approfondie des contenus. Elle mène aussi à une réflexion critique, à la collaboration, à la communication. Donc, Élise va revenir dessus. Ça s'inscrit évidemment dans énormément de compétences qui doivent être développées au cours du collège. Et donc, par le biais de la réception de l'Antiquité, on voit aussi que le problème qui est abordé en classe, il est connecté au monde extérieur. Il montre, on va revenir dessus à plusieurs reprises, l'intérêt de l'interdisciplinarité. Il montre aussi l'intérêt de cette interdisciplinarité aux élèves. Et il va forcer les élèves à regarder, à traiter chaque source avec un regard critique, notamment dans le cas de Cléopâtre ici. Et voilà, donc pour ce côté par projet. Et pour le côté engageant, donc là, moi, je suis remonté à un sens élaboré par Isabelle Pibourdin en 2008 dans sa thèse de doctorat. Si certains sont intéressés, je peux leur donner le lien, elle est disponible en ligne, qui se basait elle-même sur ce qu'elle appelle le paradigme de la communication engageante, qui était élaboré par Bernard Joule en 2004. Et donc là, dans le cadre de ce projet, on est effectivement dans quelque chose d'engageant, si on suit un peu ce paradigme qui date de 2004, changement des pratiques pédagogiques traditionnelles. Là, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire à propos du latin qui me semble être devenu une sorte de moteur d'innovation assez important au collège, peut-être dans une moindre mesure au lycée, puisque les enseignants comme Élise sont en permanence sommés de rendre leur discipline sympathique, séduisante, attirante, divertissante, tout en ayant à charge la culture classique qu'il ne faut surtout pas abîmer, et donc énormément d'injonctions qui sont faites aux enseignants et qui font aussi peut-être que le latin est sommé en permanence d'innover tout en étant sur des démarches aussi assez traditionnelles. Et donc là, je trouve que le projet d'Élise montre bien un peu tout ce qu'on peut faire justement avec ces contraintes dans une classe de collège. La pédagogie, le projet engageant, il permet aussi, selon ces textes, donc de dépasser les contraintes d'action et le cadre hiérarchisé et individuel. Donc ça, on va revenir dessus aussi. Je pense que vraiment, le projet conçu par Élise permet vraiment ça. Ça favorise la coopération, la co-formation et la communication entre élèves, donc des termes également très valorisés dans les programmes et dans les textes qui les accompagnent. Le projet engageant permet aussi de construire du sens ensemble avec l'aide et l'expertise de l'enseignant. Donc, on a une interaction sociale qui est au cœur de l'apprentissage. Et ici, une fois encore, on voit que la réception est un support intéressant puisqu'elle va accentuer le changement des pratiques traditionnelles. C'est-à-dire que non seulement on change les pratiques, mais on change aussi finalement ce qui est étudié en termes de sources, tout en ayant toujours un même sujet sur le fond. Et donc, ça va signaler un peu aux élèves qu'on est dans un espace qui est différent, peut-être un espace aussi de liberté plus importante pour eux, avec des sources graphiques qui sont peu abordées par ailleurs, alors même que tout ce qu'on qualifie de littératie, donc littératie au sens strict, littératie visuelle, aussi devrait être une priorité aujourd'hui dans la formation au collège, puisque les élèves sont en permanence
devant des images, ils consultent énormément d'images, ils produisent des images. Donc, cette littératie visuelle doit être plus développée au collège. Et c'est aussi de la matière qui appelle fondamentalement à la confrontation, alors que, comme Élise elle m'a raconté les retours des élèves, enfin le retour de l'expérience, les élèves pensent justement qu'elle a forcément glissé la vraie réponse, la bonne réponse dans les différents documents. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque visiblement, ils favorisent ce qui est dit ou écrit à ce qui est montré. Et donc là, il y a un rapport aussi au texte qui est fourni par l'enseignante. Est-ce que ce serait différent avec une autre personne qui fournirait les documents? Voilà, donc la réception, là, elle permet quelque chose de très intéressant. Sur Cléopâtre, finalement, il y a des choses on ne sait pas. On a finalement que de la réputation sur beaucoup d'aspects. Et les élèves, ils ont une certaine frustration à ne pas avoir la réponse dans les documents et pensent qu'elle y est forcément, puisque la professeure, elle ne peut pas ne pas avoir mis la bonne solution dans les documents qu'on leur fait analyser. Donc, je trouve que c'est très stimulant. Et pour tout ce qui est esprit critique, on reviendra aussi dessus, c'est vraiment utile. Et donc là, on voit vraiment l'influence, à mon sens, de la formation scolaire. Donc, ça permet aussi à Élise d'avoir un retour sur peut-être l'ensemble de ses pratiques, de ses cours, et de voir comment construire différemment le rapport avec les élèves. Et je vais repasser la parole à Élise. Donc, c'est vrai que ça peut changer un peu le rapport à l'enseignant. Donc, ça aussi, ça s'inscrit dans tout un cadre de pensée, hein, que ce soit finalement l'enseignant ne soit pas un enseignement descendant et que l'enseignant ne soit pas celui qui sait tout, celui qui a la réponse à tout, mais qu'en fait, faire prendre conscience aux élèves que en fait, la réponse, c'est eux qui l'ont, il n'y en a peut-être pas une seule, ce n'est pas univoque, etc. Alors, la nature du projet est donc le point de départ. Je dois rendre à César ce qui est à César, qui en l'occurrence s'appelle Samuel Tursin. Donc, c'est un enseignant de lettres classiques qui a publié son travail sur le site Arrête ton char de Robert Delors, que vous connaissez sans doute. On parlait d'Antiquipop, mais c'est vrai que les professeurs de lettres classiques connaissent aussi tous Robert Delors et ce site qui fourmille de ressources pédagogiques. Donc, il y avait eu aussi la rencontre en 2016 donc, au colloque Antiquipop avec François de Calatet, qui a écrit un ouvrage vraiment brillant sur justement les figures de Cléopâtre et notamment les mythes, les légendes sur Cléopâtre. Je vous montrerai tout à l'heure la couverture de l'ouvrage. Donc, Samuel Tursin a proposé en 2018 un travail de groupe à ses élèves sous forme de livret. Je vous ai mis une capture d'écran ici, donc avec des ressources thématiques qui concernent Cléopâtre. Et l'idée, donc par exemple, voilà, une image extraite du film de Mankiewicz. L'idée était que les élèves déterminent eux-mêmes la thématique commune. Donc l'activité s'intitule La construction du mythe Cléopâtre. Et la production finale demandée, vous la voyez en bas à gauche, c'est un écrit. Donc j'ai trouvé ce travail vraiment très inspirant. Mais moi, j'ai préféré indiquer d'emblée les thématiques aux élèves pour leur donner ensuite les sources, les ressources, donc un peu dans l'autre sens. Et vu le temps que le travail a pris, je ne regrette pas ce choix, même si c'est vrai que voilà, ça peut être pas mal aussi de demander aux élèves de déduire des ressources, quelle est la thématique commune. Plutôt qu'un livret papier, j'ai préféré aussi demander aux élèves un travail sous forme numérique avec un Padlet, donc un mur collaboratif que je vous présenterai tout à l'heure. Ça permet de développer des compétences numériques et puis il me semblait qu'avec toutes les ressources visuelles qu'on a employées, c'était un peu plus pratique. De même, j'ai préféré plutôt qu'une production écrite, une production orale et un diaporama qui, selon moi, s'adaptait mieux à des ressources visuelles et permettait la discussion, le débat en classe au moment du retour du travail des élèves. Alors, s'agissant du contexte du projet, donc, je travaille dans un collège plutôt de banlieue lyonnaise, très mixte au niveau des origines socio-culturelles des élèves, et y compris en latin. Vous savez qu'on a toujours cette image de l'option latin réservée à l'élite, aux meilleurs élèves, aux parents qui souhaitent que leurs enfants fassent des études, etc. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai dans mon collège et j'en suis très contente. C'est vraiment, j'ai une population très différente. Qui est à l'aise ou pas dans les autres matières scolaires, y compris en français. Et voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup que cette option latin, elle soit ouverte à tous et qu'elle elle est beaucoup plus riche de cette manière, selon moi. Donc, voilà, ce n'est pas forcément des gens qui vont avoir les mêmes références culturelles, qui vont être aidés à la maison, des choses comme ça. Donc, ce projet, ce type de travail présente aussi, outre les enjeux pédagogiques, bien sûr, des enjeux socio-culturels.
Et je vais laisser Fabien vous en parler. Je ne vais pas dire grand-chose. Là, ce dont on a discuté, c'est que justement, là, il y avait des enjeux socioculturels vraiment importants dans ce type de cadre, peut-être plus qu'ailleurs. Ça rend aussi plus pertinent encore ce type de projet, je trouve, puisque là, s'appuyer sur la réception de l'Antiquité et en plus dans de la culture populaire, même si vous allez voir dans les documents qu'il y a aussi des tableaux, il y a aussi voilà, des supports traditionnels, entre guillemets, on pourrait qualifier de plus élitiste. Mais là, ça montre vraiment aux élèves qu'un intérêt peut être porté à d'autres cultures et probablement aussi à leur propre pratique culturelle, à leur culture personnelle. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, et là c'est un enseignement intéressant, c'est qu'ils ont peu de représentation de Cléopâtre, parce que on a réfléchi du coup avec Élise à ce sujet. Finalement, nous, je vais tous nous englober, je ne sais pas du tout qui est dans la salle, mais en tout cas jusqu'à notre génération à peu près, on a grandi avec Astérix et Cléopâtre, avec ce qui a été suivi par le film d'Alain Chabat, qui a été un grand succès aussi. Des figures de Cléopâtre quand même assez présentes dans la culture populaire, et finalement aujourd'hui beaucoup plus rares peut-être dans la culture populaire des élèves, en tout cas que Élise peut avoir dans son collège. Et donc ça, c'est très intéressant de voir que, bon, on pense que c'est une représentation assez vaste, et on a même pensé à Assassin's Creed, mais donc Assassin's Creed, dans le volume Origins, il y a Cléopâtre. Donc, moi, je pensais qu'il connaîtrait au moins la Cléopâtre de Assassin's Creed, mais non, même pas forcément. Donc, là, ça montre vraiment la pertinence, l'intérêt peut-être d'aller faire aussi des enquêtes sur, quand on fait de la réception de l'Antiquité, vers ces publics qu'on envisage quand même comme des grands consommateurs de cette culture populaire, et notamment la culture la plus mainstream, la plus commerciale, les jeux vidéo, la pop musique, le cinéma. Et finalement, si on regarde de près ce qu'eux pratiquent, bah, il y a assez peu de représentation de Cléopâtre. Donc, Élise m'a dit que finalement, ils ont construit leur représentation de Cléopâtre aussi grâce à cette séquence, et donc c'est aussi intéressant. Mais donc, même si, de ce point de vue, on montre qu'il y a un intérêt pour une culture populaire et éventuellement pour des références qu'ils connaissent déjà, là, ça tombe un peu à plat avec Cléopâtre. Ça marche avec d'autres figures antiques, évidemment. Mais ça leur montre quand même qu'on peut s'intéresser à tous les types de cultures, et ça a deux effets, à mon sens, et aussi suite à des lectures que j'ai faites sur ces sujets-là. D'une part, ça montre aux élèves que leur propre culture peut être intéressante, et qu'il y a toute une question de légitimité à en parler, la légitimité aussi de l'enseignant à en parler. Moi, sur Antiquipop, un des commentaires les plus... Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs m'accusant de détruire la culture classique, mais disons que le commentaire qui m'a le plus un peu touché, c'est plutôt quelqu'un qui a commenté un article de Nadège Wolf sur le rap, et le commentaire était « Vous ne pouvez pas nous laisser tranquille, arrêtez d'analyser tout, ça c'est à nous, c'est notre culture ». Donc leur montrer, voilà, il y a des ambiguïtés sur la légitimité de cette culture, de l'étudier, de l'intérêt. Donc là, le rôle de l'enseignant peut être intéressant aussi, qui se passe situer un peu sur une interface. Mais visiblement, et moi je pense que c'est vrai, ça leur montre aussi que puisqu'on peut s'intéresser à leur culture, ils sont invités à s'intéresser à d'autres cultures que la leur. Donc ça peut ouvrir un peu leur curiosité à d'autres cultures, c'est-à-dire qu'on ne rejette pas une culture parce que c'est la culture d'une autre catégorie sociale, parce que c'est la culture d'un autre groupe, etc. Et voilà, comme toutes les cultures vont être traitées à égalité, c'est ce que vous allez voir quand on va vous présenter plus précisément le contenu du projet, il faut prendre tout en compte pour comprendre, justement, pour comprendre la culture populaire, il faut comprendre la culture entre guillemets, d'élite, et inversement, puisque les échanges, en fait, sont évidemment permanents. Voilà, donc pour ce petit point sur les enjeux socio-culturels. Et je te relaisse la parole, Élise. Merci beaucoup. Donc, c'est un projet aussi qui est facilité par les petits effectifs en latin, même si ce n'est pas forcément vrai tous les ans. Donc, c'est un projet que j'ai mené 2 fois.
l'année dernière, en 2020-2021, avec mes 28 élèves latinistes. Et cette année, donc j'en avais que 6 en troisième. Donc le projet, en fait, n'a pas du tout le même impact et le même déroulement quand on a 6 élèves ou quand on en a 28. Donc vous imaginez bien que l'autonomie est bien plus grande, par exemple, pour les 6 élèves que pour les 28. Donc je vous expliquerai rapidement tout à l'heure comment j'ai procédé. J'ai procédé un peu différemment les 2 années. Mais c'est vrai que voilà, l'encadrement avec 6 élèves, ben, il est facilité, il est plus personnalisé que quand on en a 28. Donc voilà, j'ai parlé d'autonomie. C'est vrai que l'idée, c'était vraiment qu'ils trouvent les ressources eux-mêmes, je vais y revenir, ils créent le diaporama eux-mêmes. Ils avaient aussi la possibilité d'enrichir le mur collaboratif, le Padlet. Et puis, alors pourquoi aussi justement cet outil numérique? Parce que c'est un enjeu de plus en plus prégnant, et puis c'est une nécessité pour les élèves de collège de maîtriser les outils numériques. Et on s'aperçoit, alors voilà, ils ont un téléphone dans les mains tout le temps et on pense qu'ils vraiment ils maîtrisent, mais alors autant ils maîtrisent les réseaux sociaux, autant tout ce qui est ordinateur, ressources numériques, etc., ils maîtrisent pas du tout. Nous, on a connu l'arrivée de tout ça, donc on a dû s'y faire. Eux, ils sont nés avec et en fait, finalement, ils sont pas si compétents que ça dans justement les ressources numériques. En tout cas, dès qu'on est en salle informatique, ça se corse. Et donc, en troisième, ils ont une évaluation qui s'appelle PIX en fin d'année, qui évalue justement leur maîtrise des outils TIS, comme on les appelle. Et donc, ce projet, voilà, j'aime bien, c'est vrai, en latin, faire appel aux outils numériques aussi pour rappeler que ce n'est pas une matière poussiéreuse. Et Fabien a rappelé la nécessité aussi, alors non seulement pour attirer des élèves, mais pas uniquement de rendre cette matière attractive. C'était aussi une façon pour moi de varier un petit peu les modalités de travail des élèves, donc de ne pas être systématiquement dans une pédagogie, comme je l'ai dit tout à l'heure, descendante. L'enseignant apprend des choses aux élèves sur Cléopâtre. Je voulais que leurs connaissances sur Cléopâtre, en fait, viennent de leur propre recherche. Donc, toujours concernant le contexte du projet, ce sont des élèves aussi que je connais depuis 2 ans, puisqu'ils ont commencé le latin en cinquième. Donc, c'est des élèves avec qui, voilà, on est en confiance, on se connaît, ils connaissent mes méthodes de travail, ce qui me permettait aussi de faire une certaine différenciation, j'y reviendrai au niveau du niveau, enfin, concernant le niveau des élèves. Et puis, c'est un projet qui permet de valoriser différentes compétences, le travail de groupe, justement la maîtrise des outils numériques et aussi certains goûts personnels, puisque en fonction des sujets, en fonction des sources, bah, ça va valoriser des passionnés de cinéma, de musique, de peinture, des choses comme ça. Alors, de quel constat suis-je partie pour mener à bien ce projet? Donc là, on en vient vraiment à la présentation détaillée du projet. Tout d'abord, bah, la matière du latin est très perméable à ce type de projet collaboratif. Et puis, c'est vrai que c'est une attente de plus en plus forte. Fabien, je veux bien que tu mettes la diapo suivante. Merci. C'est une attente de plus en plus forte, Fabien l'a rappelé, sur cette matière, de proposer des projets pluridisciplinaires, des projets ludiques, assez créatifs. Et puis, Fabien l'a dit, donc, finalement, visuellement, les élèves vont peu croiser cette figure, même dans les programmes scolaires. Et on parlait de génération, parce que nous, on a grandi, c'est vrai, avec le film d'Alain Chabat, avec tous les néopéplums comme Gladiator. Ce sont des choses que les élèves n'ont pas connues dans leur jeunesse. J'avais aussi proposé comme ressource la comédie musicale de Kamel Wally. Voilà, donc c'est des choses qui n'est pas du tout de leur génération. Donc, mis à part des bandes dessinées, la littérature jeunesse quand même qui s'intéresse à Cléopâtre, hein, il faut le dire, s'ils n'ont pas cette culture livresque, on va dire, ils peuvent vraiment passer à côté de qui elle était. Et j'avais fait un petit sondage au début du travail pour savoir, et finalement, ils connaissaient très peu de choses de Cléopâtre, même des légendes, des stéréotypes, les histoires avec César et Marc-Antoine, tout ça, ils n'en avaient jamais entendu parler. Ce projet présente aussi un aspect très rentable quand on est professeur de lettres classiques, puisque je n'ai que 2 heures par semaine avec mes troisièmes. Mine de rien, le programme est assez riche. Et donc, ça me permettait sur un chapitre du programme de valider beaucoup de compétences, je vais vous en parler juste après, et de connaissances aussi par rapport aux grandes figures de l'histoire. Vous allez voir qu'on peut croiser pas mal de choses. Donc voilà, bon, j'étais partie sur 3 heures de travail, on était plutôt sur 5-6 heures, mais je trouvais que sur un chapitre, on arrivait quand même, surtout que c'était en début d'année, à lancer pas mal de choses au niveau de maîtrise de compétences et de connaissances pour toute l'année en fait, puis même pour la suite, pour leurs études au lycée, voire plus tard.
Donc, ensuite, pour vous parler justement de ces connaissances et compétences, donc ce sont celles que j'ai formulées. Je vous montrerai plus tard les vraies compétences ministérielles, académiques, telles qu'elles sont formulées. Ça, c'est voilà, les compétences que l'enseignant considère voilà, validées par ce type de travail. Donc, les compétences numériques, vous verrez tout à l'heure comment exactement. L'esprit critique, Fabien en a déjà parlé, le fait de formuler des hypothèses. Souvent, les élèves n'osent pas formuler leurs hypothèses, des clés de lecture sur Cléopâtre et qu'il n'y ait pas en fait de réponse unique, d'interprétation unique. Accepter qu'on laisse des choses en suspens, des questions, des points d'interrogation. Et puis vraiment, ça c'est très difficile pour des élèves de collège, mais c'est fondamental pour des troisièmes qui vont voilà, arriver en seconde assez rapidement, de prendre de la distance avec les sources, donc d'essayer de travailler un petit peu leur esprit critique par rapport au texte et par rapport aux images, on y reviendra. Alors ça, c'est une compétence qui est formulée dans le référentiel de compétences, c'est au niveau de l'argumentation, c'est-à-dire que j'ai essayé de les pousser vraiment à justifier leurs hypothèses, à justifier le résultat de leur recherche sur telle ou telle légende concernant Cléopâtre. Donc des compétences par rapport à la recherche documentaire, puisqu'on a travaillé notamment au CDI avec ma collègue professeure documentaliste, et une mini-initiation, on va dire déjà, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais à la recherche scientifique, voilà, de leur montrer ce qu'on fait dans l'enseignement supérieur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, même dès la troisième, on pourrait considérer que c'est un petit peu tôt, mais de leur montrer ce que c'est qu'un article universitaire, leur montrer ce que c'est qu'un ouvrage universitaire, pour qu'ils aient déjà un petit contact, peu importe ce qu'ils veulent faire plus tard d'ailleurs. Une éducation à l'image et à l'art plus globalement, et puis voilà, savoir travailler en groupe aussi, se répartir les tâches, ça c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps au collège. En termes de connaissances, donc c'est mieux connaître une des grandes figures historiques de l'Antiquité, et pas des moindres, mieux connaître les relations entre Rome, l'Égypte et plus largement le bassin méditerranéen. Une femme de pouvoir aussi dans l'Antiquité, ça ne peut pas faire de mal de montrer ça aux collégiens, et puis de leur faire prendre conscience aussi de la façon dont on écrit l'histoire dans l'Antiquité, la subjectivité des auteurs qui va influencer notre façon de voir les personnages historiques. Et ça, c'est aussi, c'est pas évident avec des élèves de troisième, mais je pense que voilà, ils ont compris quand même qu'il ne fallait pas tout prendre pour argent comptant quand on lisait les auteurs de l'Antiquité. Alors, pour ce qui est du déroulement du projet, donc j'ai commencé tôt dans l'année, puisque donc, le programme de latin est plutôt bien fait. En fait, c'est vraiment chronologique. C'est-à-dire qu'en cinquième, on va commencer avec voilà, tout ce qui est figure mythologique, naissance de Rome, installation de la royauté. En quatrième, on travaille plutôt sur la naissance de la République, les institutions républicaines. Et en troisième, on passe donc à l'Empire, en commençant en fait par l'assassinat de César et la fin de la République. Donc c'est le premier chapitre de l'année et ça me permet ensuite, dès le mois d'octobre, de parler de la figure de Cléopâtre, avec aussi Marc-Antoine, bien sûr. Et comme je connais déjà les élèves, ben, on peut assez rapidement se mettre au travail. Alors, on vous présentera les deux vidéos qui figurent ensuite tout à l'heure. Donc, avant de les laisser vraiment en autonomie, en groupe, au CDI ou en salle informatique, je voulais quand même consacrer une séance en classe entière, introductive, pour déjà commencer un petit peu à les guider, à leur donner des pistes qui ne partent pas comme ça, sans avoir aucune idée de ce qu'on a dit de Cléopâtre, qui elle est, etc. Donc, tout d'abord, on a une vidéo, vous devez connaître maintenant la plateforme TED-Ed. Alors, elle est en anglais, donc on y reviendra, parce que c'est vrai que pour des élèves de troisième, ça peut être un peu compliqué. J'avais mis les sous-titres, je l'ai repassé 2 fois, et je suis revenue dessus. Donc, j'ai coupé la vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Donc, en fait, je n'ai pas trouvé mieux que cette vidéo pour montrer les éléments biographiques, historiques de Cléopâtre. Alors, et puis, en plus, c'est souvent assez facilement compréhensible, ces vidéos, puisque c'est voilà, mis en scène sous forme de procès des différentes Cléopâtres. Donc, ça commence déjà à faire comprendre aux élèves qu'il n'y a pas une Cléopâtre. C'est ça aussi que je trouve intéressant. J'y reviendrai, on a travaillé aussi, j'ai rapidement proposé 2 textes, donc surtout en traduction, sur l'épisode du tapis, donc la première apparition de Cléopâtre à César, qui est racontée par Plutarque, et puis l'épisode de la perle, le vinaigre, que vous connaissez sans doute, raconté par Pline l'Ancien, un des dîners fastueux de Cléopâtre et Marc-Antoine, pour déjà aussi leur montrer des légendes, voilà, des mythes. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment on peut le savoir?
Et puis enfin, une première représentation aussi de Cléopâtre dans la série Rome, donc toujours le même épisode de Cléopâtre au tapis, si on peut dire, pour leur montrer aussi que l'actrice qui incarne Cléopâtre dans cette série peut être un peu différente des représentations traditionnelles que l'on a de la Cléopâtre, peut-être un peu plus naturelle. Et enfin, je leur avais donné comme document introductif également la peinture de Jean-Léon Gérôme, mais voilà, Cléopâtre devant César, sur laquelle je suis passée très rapidement. Et puis, Fabien pourra développer un peu plus en détail ce qu'on pourrait faire, notamment dans le cadre d'un travail en histoire de l'art sur cette peinture. Alors, si vous le voulez bien, on aimerait vous montrer la vidéo TED-Ed, comme ça vous êtes quasiment dans la situation des élèves. Et ensuite, donc, l'extrait de la série Rome. Order. So, who do we have here? Your Honor, this is Cleopatra, the Egyptian queen whose lurid affairs destroyed 2 of Rome's finest generals and brought the end of the Republic. Your Honor, this is Cleopatra, one of the most powerful women in history, whose reign brought Egypt nearly 22 years of stability and prosperity. Why don't we even know what she looked like? Most of the art and descriptions came long after her lifetime in the 1st century BCE, just like most of the things written about her. So what do we actually know? Cleopatra VII was the last of the Ptolemaic dynasty, a Macedonian Greek family that governed Egypt after its conquest by Alexander the Great. She ruled jointly in Alexandria with her brother, to whom she was also married, until he had her exiled. But what does all this have to do with Rome? Egypt had long been a Roman client state, and Cleopatra's father incurred large debts to the Republic. After being defeated by Julius Caesar in Rome's civil war, the general Pompey sought refuge in Egypt but was executed by Cleopatra's brother instead. Caesar must have liked that. Actually, he found the murder unseemly and demanded repayment of Egypt's debt. He could have annexed Egypt, but Cleopatra convinced him to restore her to the throne instead. We hear she was quite convincing. And why not? Cleopatra was a fascinating woman. She commanded armies at 21, spoke several languages, and was educated in a city with the world's finest library and some of the greatest scholars of the time. She kept Caesar lounging in Egypt for months when Rome needed him. Caesar did more than lounge. He was fascinated by Egypt's culture and knowledge, and he learned much during his time there. When he returned to Rome, he reformed the calendar, commissioned a census, made plans for a public library, and proposed many new infrastructure projects. Yes, all very ambitious, exactly what got him assassinated. Don't blame the queen for Rome's strange politics. Her job was ruling Egypt, and she did it well. She stabilized the economy, managed the vast bureaucracy, and curbed corruption by priests and officials. When drought hit, she opened the granaries to the public and passed a tax amnesty, all while preserving her kingdom's stability and independence, with no revolts during the rest of her reign. So what went wrong? After Caesar's death, this foreign queen couldn't stop meddling in Roman matters. Actually, it was the Roman factions who came demanding her aid. And of course she had no choice but to support Octavian and Mark Antony in avenging Caesar, if only for the sake of their son. And again, she provided her particular kind of support to Mark Antony. Why does that matter? Why doesn't anyone seem to care about Caesar or Antony's countless other affairs? Why do we assume she instigated the relationships? And why are only powerful women defined by their sexuality? Order! Cleopatra and Antony were a disaster. They offended the Republic with their ridiculous celebrations, sitting on golden thrones and dressing up as gods, until Octavian had all of Rome convinced of their megalomania. And yet Octavian was the one who attacked Antony, annexed Egypt, and declared himself emperor. It was the Romans' fear of a woman in power that ended their republic, not the woman herself. How ironic. Cleopatra's story survived mainly in the accounts of her enemies in Rome, and later writers filled the gaps with rumors and stereotypes. We may never know the full truth of her life and her reign, but we can separate fact from rumor by putting history on trial.
Voilà, donc ça, c'était un premier outil de vulgarisation. Et puis, on vous montre, alors je crois qu'il faut remettre au début, Fabien, du passage. Et voilà, un premier outil de culture pop et de représentation dans... Princess Cleopatra, sir, daughter of the two Rams, mistress of Sedge and Bee. Oh, well done, Majesty. Oh, thank you. Is something wrong, little husband? How funny you look in father's chair. I never wanted to harm you. Fabien, est-ce que tu peux arrêter le... Of course you did. Merci. Donc là, vous avez l'actrice Lindsay Marshall qui interprète Cléopâtre dans la série Rome, qui est un peu loin de la représentation traditionnelle qu'on a souvent de Liz Taylor dans le film de Mankiewicz. Et bon, on voit quand même aussi déjà la ruse de Cléopâtre, mais ça permet déjà de faire prendre conscience aux élèves de tout l'aspect mise en scène aussi, tout l'aspect séducteur de Cléopâtre face à César. Et puis donc dans la vidéo de TED, par rapport au procès, etc. Puis à la fin de la vidéo, on voyait bien justement tous les biais qu'il peut y avoir dans l'histoire, et notamment dans la représentation d'une figure de pouvoir féminine. Donc ça, voilà, c'était déjà des premières pistes proposées, pistes de réflexion proposées aux élèves. Et donc je vais laisser Fabien vous parler de la peinture de Jean-Léon Gérôme, qui était donc la dernière source. Et juste, oui, je vous avais mis au passage les textes donc, de Pline l'Ancien et de Plutarque. Donc Pline l'Ancien sur l'histoire de la perle dissoute dans le vinaigre. Et puis Plutarque qui justement revient sur cette histoire de... Parce que vous voyez dans l'extrait de Rome qu'il ne s'agit pas d'un tapis, contrairement au tableau de Jérôme. Donc je vais laisser Fabien vous expliquer ça. Oui, donc pour poursuivre donc, sur ce fameux tapis, donc Élise a prévu dans son cours effectivement de montrer en parallèle des deux textes, pardon, ce tableau de Jean-Léon Gérôme que vous avez à gauche, donc, qui est extrêmement diffusé, et je vais rapidement revenir dessus. Là, ce que je vais faire, c'est vous montrer un peu tout ce qu'on peut dire à partir simplement de ce tableau et toutes les interactions qu'il peut y avoir avec les supports déjà vus, y compris les textes, et ceux qui vont être vus ensuite par les élèves pendant leurs travaux. Donc,
Là, on a vraiment un exemple de tableau dans le cadre, en plus de ce projet en particulier, qui montre l'importance de confronter images et textes, de traiter la matérialité des œuvres aussi, et aussi leur contexte. Or, ce sont des aspects qui très souvent passent complètement à la trappe, c'est-à-dire que l'image vient illustrer, et finalement, les élèves, on ne les invite pas à analyser cette image, à la considérer comme une source, et donc ça peut expliquer, à mon sens, un peu le rapport qu'ils peuvent avoir au document, c'est-à-dire que la bonne réponse est dans un des textes distribués, et les images ne sont pas là pour donner des informations, mais pour éventuellement un peu mieux comprendre, et surtout pour illustrer. Donc ce tableau, qui est vraiment très intéressant, il est extrêmement riche en lui-même et par son histoire. Donc c'est un tableau de Jean-Léon Gérôme, qui est peintre et sculpteur français. C'est un artiste qui a une prédilection pour les scènes. Donc pardon, on est dans la deuxième moitié du 19e. C'est un peintre qui a une prédilection pour les scènes orientalistes, mythologique et historique et religieuse. Donc, ça fait quand même pas mal de thèmes, mais tout ça, évidemment, va se croiser. On n'a pas du tout affaire à l'artiste maudit, hein. On a un artiste très apprécié du pouvoir, qui est célèbre en son temps. Donc, il va avoir des récompenses, il a des commandes prestigieuses, il est enseignant en beaux-arts, donc il transmet en plus hein, sa technique et ses codes. Ce tableau en particulier, il est réalisé en 1866, mais on sait que c'est quelque chose qui prend plus de temps, puisqu'on a aussi des esquisses. On en a au moins de 1965. Et donc, voilà, ça correspond un peu à un moment où il est au sommet de sa carrière. Concernant maintenant un peu la matérialité de cette œuvre, on a un tableau qui est grand. Il fait 183 cm par 129,5, ce qui fait qu'en fait, on a des figures qui sont à peu près à l'échelle 1,5. Donc, on est vraiment devant un tableau dans lequel on peut se plonger. Et malheureusement, aujourd'hui, ce tableau est dans une collection privée depuis 1990. Donc, on ne peut pas aller le voir et son contexte d'origine a été perdu très rapidement. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'effectivement, on peut s'intéresser au commanditaire. Et le commanditaire, c'est vraiment intéressant puisque avant même qu'il y ait un commanditaire, on a un sujet qui est suggéré par Prosper Mérimée dès 1860. Donc, vous voyez quand même la durée, hein, la longévité d'un projet, puisqu'on est 6 ans avant l'exécution du tableau. Et donc, il va vraiment être exécuté et réalisé pour la marquise de Paiva, qui est une courtisane, une des plus célèbres courtisanes de Paris à ce moment-là, et donc qui veut orner sa nouvelle demeure très luxueuse sur les Champs-Élysées avec un tableau. Et donc, elle commande à Jean-Léon Gérôme une représentation de Cléopâtre. Alors, c'est intéressant puisque on voit là qu'on a une courtisane, mais elle choisit des thèmes très académiques. On va voir, finalement, ça s'éloigne un tout petit peu de l'académisme. Mais par contre, elle s'adresse à un des peintres les plus en vue du moment. Donc, c'est une courtisane qui a énormément de moyens. Et en plus, elle s'installe donc aux Champs-Élysées. En faisant ça, le but de la marquise de Paiva, c'est de s'assimiler évidemment à Cléopâtre. Sur le tableau, on se doute bien que la marquise de Paiva, ce n'est pas César, mais la reine égyptienne. Et donc, elle incarne une femme captivante, une femme un peu hardie, qui va charmer César par sa conversation. On voit qu'il y a aussi d'autres arguments qui sont mis en avant par le peintre. Mais voilà, elle va incarner un peu cette figure. Alors, il faut savoir que Cléopâtre, justement, tous ces clichés très négatifs qui lui collent à la peau, ils ont été recyclés par un certain nombre de femmes qu'on qualifie au 19e de croqueuses d'hommes, qui vont se représenter avec beaucoup d'ironie en Cléopâtre, dans l'entrée de leur maison, à mettre un tableau de Cléopâtre. Et c'est un message subtil à tous les hommes qui vont franchir, évidemment, leur entrée. Donc, il y a une certaine tradition aussi. Donc, ce thème de Cléopâtre, il va permettre, d'une part, de s'orienter vers le thème orientaliste, mais il y a aussi l'Antiquité, et en fait, c'est une combinaison qui est très utilisée pour pouvoir faire des mises en scène sensuelles, voire érotiques, sans être accusé d'être indécent. Et Jean-Léon Gérôme ne veut pas être accusé d'être indécent, hein, parce qu'il expose dans des salons. Donc voilà, il choisit aussi cette solution-là. Visiblement, à la base, le
tableau est fait sur une toile de soie qui est faite pour être légèrement transparente et évocatrice aussi d'un certain univers. Donc ensuite, là, cette soie a été collée sur un cadre et sur une toile. Mais donc, quand il livre ce tableau à la marquise de Paiva, celle-ci le refuse. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Enfin, on ne sait même pas pourquoi elle le refuse. Et donc, c'est Adolphe Goupil, qui est le beau-père de l'artiste. Choisissez bien vos parents. Adolphe Goupil, que le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est un des artisans les plus importants dans la diffusion de l'art au XIXe siècle. Et donc, c'est un marchand d'art en France. Et c'est aussi donc quelqu'un qui va reproduire des images avec son entreprise qui s'appelle Goupil et compagnie au XIXe siècle, qui va reproduire des tableaux en grande quantité pour le vendre ses copies, on pourrait dire, aux classes moyennes qui émergent à ce moment-là. Et donc, après avoir exposé le tableau 2 fois, donc une fois au Salon de Paris en 1866 et à l'Académie de Londres en 1871, il va reproduire ce tableau à des milliers d'exemplaires par ce moyen-là. Donc, ça va circuler dans le monde entier et donc ça va évidemment conférer une postérité très importante à l'œuvre, malgré, enfin plutôt grâce finalement au refus de la commanditaire. Donc, on a une influence qui est notamment qui est importante, notamment dans le théâtre, dans le péplum, on le voit notamment dans les péplums, et dans la vision orientaliste de l'Égypte, puisque évidemment vous avez ici un des summums de ce type de représentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va contribuer à l'orientalisme et à son succès, mais aussi à son crédit, si je peux dire, puisqu'on va qualifier son style de photographique, très minutieux, certains disent même qu'il est exact, et donc ça va donner une sorte d'authenticité un peu à ce fantasme oriental. Donc cette représentation devient aussi une réalité finalement pour son public. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau? On est en 47 avant notre ère. Cléopâtre, on l'a vu, s'invite par surprise chez César alors qu'il est en Égypte afin de le rencontrer. Et donc ici, avec ce tableau, vous avez la première représentation de Cléopâtre sortant du tapis, puisque c'est un thème qui est lié à une erreur de traduction de Plutarque, comme vous l'a indiqué Élise. Et donc, c'est en 1770, donc c'est bien avant que des Anglais traduisent Plutarque en utilisant le mot tapis, mais en anglais dans le sens de tapis épais. Mais finalement, on va retenir ensuite que tapis. Et en réalité, il semble que Plutarque parle plutôt d'une sorte de sac, comme on le voit un peu dans la série Rome. Et donc, je me permets de reparler rapidement de la série Rome. Ce qui est intéressant avec l'extrait que nous avons vu, c'est qu'on a effectivement une Cléopâtre, Élise l'a dit, qui change un peu, et notamment elle a son crâne rasé, c'est très original, pour pouvoir mettre ses perruques, mais normalement elle ne devrait pas se montrer avec le crâne rasé, or devant César elle se montre avec son crâne rasé. Donc on cherche à s'éloigner un tout petit peu des clichés, ils sont allés regarder justement qu'il y avait une erreur de traduction, ils l'ont mise dans un sac et pas dans un tapis, donc il y a tout un discours de la série Rome pour justement paraître plus crédible, dire que nous, notre série elle est historique, elle est fiable, et en même temps on retombe dans tous les clichés orientaliste, puisque dès que Cléopâtre apparaît, il y a une petite musique orientale qui se met en marche. Elle avance de manière un peu féline et voire serpentine vers César et ensuite vers son frère. Elle a ce maquillage aussi qui est fait pour changer, pour trancher avec ce qui est fait d'habitude pour Cléopâtre, mais en fait qui est aussi extrêmement orientalisant. Et on la représente aussi manipulatrice avec cette mise en scène. Elle fait semblant d'être surprise alors que, bon, a priori, elle sait très bien quand même devant qui son serviteur va la déposer dans son sac. Donc, on voit que même la série Rome, qui a essayé et qui a prétendu s'affranchir de ce type de représentation, et notamment de ce tableau, on n'y échappe pas du tout. Donc, ce succès du tableau et son influence sont extrêmement fortes, malgré donc 3 erreurs qui sont dues au contexte de production. C'est la valorisation de Cléopâtre malgré une réputation négative, ça c'est intéressant. La commanditaire, évidemment, ne voulait pas se représenter en femme négative, il voyait un modèle positif. Or, ce tableau ensuite a nourri une image négative de Cléopâtre, donc ça c'est intéressant, entre le commanditaire et finalement la réception du public jusqu'à aujourd'hui. On a aussi cette erreur de traduction, dont je ne reviens pas dessus. Et enfin, la dernière grande erreur qui va contribuer aussi à
à l'orientalisme et à une vision très faussée de l'Antiquité égyptienne, notamment de l'Antiquité ptolémaïque, c'est que Cléopâtre, vous voyez, à gauche, est représentée dans un temple pharaonique qui est couvert de hiéroglyphes complètement anachroniques. Et donc là, on a une influence de la mission en Égypte de Napoléon Bonaparte et de la première vague d'égyptomanie, puisque le fond du tableau, c'est une copie d'une des planches qu'on trouve dans la description de l'Égypte, commandée par Napoléon. Et donc là, on a le petit temple de Der el-Médineh. Et par ailleurs, on sait que le peintre s'est rendu en Égypte, il a visité ces lieux, donc ça a aussi beaucoup influencé sa manière, évidemment, de représenter l'ensemble de l'Égypte. Et donc, pour terminer sur l'influence, je vous ai mis à droite un autre tableau qui est très connu, c'est ce tableau avec les gladiateurs, et on s'approche de la mise à mort, qui a une influence phénoménale sur les représentations des gladiateurs et de Rome. Donc, on voit par exemple le tableau cité dans Gladiator, et ici je vous ai mis aussi une image de Quo Vadis, donc celui de 1912, où on rejoue la scène. Et en fait, cette scène, elle est partout. Il faut savoir qu'en fait, les tableaux de Jérôme, on les retrouve dans quasiment tous les péplums, repris d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc pour revenir un peu au sujet de la séquence conçue par Élise, j'allais dire par Cléopâtre, on a ici une foule d'éléments. Alors, on ne peut pas tous les donner aux élèves, évidemment, parce que ça fait énormément d'informations. On peut aussi vouloir choisir lesquelles on transmet. Est-ce qu'on va parler de la courtisane, en quels termes? Est-ce qu'en troisième, on peut aller plus loin? Ça peut aussi être intéressant de leur montrer qu'une courtisane peut être la commanditaire d'œuvres de ce type. Ça change beaucoup les représentations. Et voilà, on peut donner ces informations au groupe. On peut aussi leur donner une source dans laquelle on va trouver ces informations, ou on peut les réinjecter au moment du bilan final pour expliquer justement l'importance du contexte sur la production des sources pour les comprendre. Donc, leur montrer bien que la réception, elle parle finalement bien plus de l'époque qui l'a produit que de l'Antiquité elle-même. Et vraiment, ce choix de tableau me semble vraiment très pertinent parce qu'il va pouvoir finalement permettre ensuite de faire des petits points quasiment dans tous les dossiers qui sont distribués parmi les élèves. Et à la fin, soit ils ont vu un peu l'influence, soit ça permet de leur dire, regardez à quel point en fait c'est important avec ce tableau que vous placez pas dans la culture populaire, qui est ancien, etc. Finalement, les biais sont les mêmes qu'avec un clip de Katy Perry qui date des années 2000. Donc, vraiment, là, je pense qu'il y a un beau travail à faire, à développer avec les élèves. Et je repasse la parole à Élise. Merci Fabien. Donc voilà, je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui seraient extrêmement intéressantes à expliquer aux élèves du point de vue du contexte de l'œuvre et puis notamment sur cette question de ce que ça dit aussi de l'époque qui produit ce genre d'œuvre. Alors, on en vient enfin au déroulement précis de ces séances. Donc, première séance introductive en classe entière. Deuxième séance, c'est une séance au CDI. J'ai distribué aux élèves une fiche de travail avec des consignes les plus précises possibles, que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est vraiment 1 heure de travail de recherche par groupe, donc une fois qu'ils ont leur sujet, bien entendu. Ils avaient le choix de leur groupe, donc en binôme ou trinôme. Ça, c'est vrai que je les laisse choisir avec qui ils travaillent. Après, c'est à eux d'assumer si le travail est fait ou pas. Alors, par contre, pour les sujets, c'est vrai que pour mes 6 élèves, je les ai laissés choisir parce que déjà, bon, ils ont un excellent niveau et puis je leur faisais vraiment confiance. Alors, pour les 28 élèves que j'ai eu l'année dernière, c'était des élèves qui avaient des niveaux très différents, des intérêts aussi très différents pour le latin. Certains, malheureusement, étaient forcés et contraints par leurs parents depuis 2 ans de faire latin. Donc, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément la même appétence que d'autres et pas forcément aussi la même facilité à aborder des sujets, vous allez voir, qui peuvent être de difficultés vraiment très différentes. Donc, l'année dernière, j'ai attribué les sujets aux élèves une fois qu'ils avaient constitué leur binôme et trinôme. Après, bien sûr, si ça ne leur convenait pas, on pouvait en discuter. Donc, vous verrez les sujets tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on se retrouvait forcément, quand on a 28 élèves, il y avait au moins 2 groupes par sujet. Et c'est ça qui était intéressant aussi, qu'on n'a pas eu avec les 6 élèves, c'est qu'en fait, au moment de l'oral, de l'évaluation, il y avait au moins 2 groupes sur le même sujet et on pouvait voir ce qui pouvait être fait différemment en fonction des groupes. Troisième séance en salle informatique, ce qui était ambitieux puisqu'en fait, ils n'avaient pas toujours terminé leur recherche documentaire au CDI et de recenser le corpus. Ça prend du temps.
J'ai imposé notamment dans les consignes de ne présenter que 3 images dans le diaporama, parce que sinon les élèves ont tendance à copier-coller des images à gogo, sans forcément savoir d'où elles viennent, les légender. Donc je voulais vraiment 3 images, classées, légendées. Donc voilà, je préférais en avoir peu, mais qu'on sache d'où elles viennent, qu'on sache de quoi il s'agit, tout simplement. Donc, ils ont eu les questions, qu'on va vous montrer aussi, la fiche de travail. Et puis, c'est là aussi où j'ai introduit le fameux Padlet avec des ressources à disposition et à trier. Donc, ça fait pas mal de choses. On vous montrera le Padlet tout à l'heure. Séance 4, c'était le passage des groupes en exposé oraux. Donc, quand ils sont 6 en 1 heure, ça passe. À 28, c'est déjà plus compliqué. Donc, il fallait prévoir plus de séances. Et puis, dernière séance, Fabien en a parlé, c'est le moment du bilan, où j'ai récapitulé avec mon PowerPoint à moi. Alors, je ne voulais pas que ce soit un corrigé. Voilà, on ne fait pas forcément une correction, mais des propositions. Alors, justement, pour éviter le côté corrigé, mais encore une fois, c'est adaptable, plutôt que de proposer ce que j'aurais fait par thème, j'ai plutôt montré toutes les ressources qui étaient utilisables en fonction des sujets. Donc voilà, j'ai plutôt fonctionné par source que par thème. En général, il fallait une séance de plus en salle informatique et en général, ils ont travaillé aussi à la maison leur diaporama avant de passer à l'oral. Donc tout ça prenait plus de temps que prévu. Et voici la fiche de travail distribuée aux élèves. Donc, comme je l'ai dit, c'est un travail que je n'ai pas mené seule, mais en co-animation avec ma collègue professeure documentaliste, Madame Viodet. Donc, au départ, c'était prévu sur 3 séances, 1 heure au CDI, à la fois CDI, salle informatique. Le collège permet d'être un peu dans les 2 salles à la fois. Une 2e séance vraiment pour faire le diaporama et une 3e séance pour passer en exposé. Donc, tout ça était bien ambitieux et théorique. Ça a pris beaucoup plus de temps. Les consignes de travail qui étaient données aux élèves, c'était voilà, en fonction du thème qui a été donné, de chercher des informations dans les différents médias, donc soit au CDI, soit des ouvrages aussi que j'avais chez moi que j'ai apportés, des sites internet, le Padlet. Il fallait classer et donner la référence des sources selon les catégories. Alors, c'est là où finalement j'ai un peu reculé. C'était l'objectif de départ. On vous montrera tout à l'heure de quoi il s'agissait. Et finalement, voilà, on n'a pas vraiment eu le temps. Et puis, c'était peut-être aussi un peu compliqué, même si ça présente un intérêt pour des 3e. Et dernière étape du travail, présenter les ressources tout en répondant aux questions. Donc, l'exposé devait durer à peu près 5 minutes. Et donc, pour ce travail, j'ai présenté aux élèves, je leur ai distribué le référentiel de compétences, donc celui qui est vraiment, voilà, auquel on doit se référer en tant qu'enseignant, qui est validé par le brevet. Donc, le brevet, rapidement, c'est moitié contrôle continu avec des compétences qui sont évaluées comme celle-ci, de la 5e à la 3e, et moitié contrôle final. Donc, il y a 5 domaines, je vous les ai mis, je vous laisse regarder, qui peuvent être validés dans la plupart des matières, en sachant que, par exemple, dans le domaine 1, les langages, c'est surtout les matières langue vivante, mais aussi français, qui vont permettre d'évaluer les compétences en langue écrite et orale, etc. J'ai pas mal fait appel au domaine 2, donc sur les méthodes et les outils pour apprendre. Vous voyez que ce soit outils numériques ou pas, conduite de projets individuels et collectifs, par exemple, apprendre à s'organiser, apprendre à apprendre aussi, c'était ça l'objectif du projet. Le domaine 5 également, pour les représentations du monde et l'activité humaine, qui est un domaine qui est très évalué en histoire-géographie notamment. Donc pour la représentation des cultures humaines, c'est un domaine aussi auquel je fais beaucoup appel en latin. Et donc voilà, par exemple, vous voyez le 3e item, c'était repérer l'influence des œuvres antiques ou de l'histoire ancienne dans des productions culturelles. Là, on est en plein dans la réception et la culture pop. Et donc, les questions qui étaient posées aux élèves étaient les suivantes, et ça a posé pas mal de difficultés sur lesquelles je reviendrai pour le bilan du travail. Tous les groupes avaient les mêmes questions. Donc là, je me suis inspirée aussi du travail de Samuel Turcin. Quelle image ou quels aspects de Cléopâtre sont donnés dans les documents consultés? Concernant votre thème, est-ce une image historique ou fictive de la reine? Un épisode de sa vie historique ou fictif? Quelle image en est donnée dans vos différents documents? Les sources que vous avez utilisées donnent-elles une image plus récente, nouvelle, différente de la reine? Donc, j'y reviendrai, mais c'est vrai que je voulais que ce soit le plan, je voulais que ce soit le fil rouge de leur diaporama, et en fait, j'ai peur que ça ne les ait pas vraiment aidés. Certains termes que j'ai utilisés, le vocabulaire les a parfois mis en difficulté.
Fabien, je crois que tu voulais réagir là-dessus. Oui, du coup, on s'est demandé quand on a parlé avec Élise, justement, s'il valait mieux reformuler les questions, essayer d'en faire une seule. Donc moi, je pense que ce serait intéressant dans la discussion d'avoir votre avis. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire qu'une seule question, ce serait peut-être plus simple pour les élèves, mais en même temps, après, ça implique aussi de plus les accompagner pendant leur travail. Donc moi, j'ai pensé que tout ça, ça pouvait finalement être intégré dans une question un peu double, certes. Quelle image de Cléopâtre ces documents donnent-ils et quel aspect est le plus présent? Puisque finalement, on va voir avec les thèmes juste après, il y a des thèmes qui ont été pré-choisis par Élise. Et donc, la documentation, évidemment, colle. Donc, ça peut être aussi intéressant, plutôt que de leur donner le thème, de leur faire extraire eux-mêmes le thème. Peut-être qu'ils trouveront d'autres idées aussi. Donc, voilà, moi, j'ai pensé à cette reformulation. Quelle image de Cléopâtre ces documents donnent-ils et quel aspect est le plus présent? Et par ailleurs, peut-être possibilité de guider un peu plus cette question unique en ajoutant des sous-titres, mais finalement, ça fait plusieurs questions, en aussi interrogeant les élèves sur les objectifs des créateurs. Est-ce qu'ils veulent donner une image fiable et historique de Cléopâtre ou est-ce que la reine sert de prétexte pour aborder des sujets qui leur sont contemporains? Mais ça, finalement, peut-être que c'est plus intéressant de le faire au fur et à mesure du travail aussi, quand ils commencent à approcher un peu la matière. Voilà, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait simplifier la question, en faire qu'une seule, peut-être avec un « et » au milieu pour en avoir deux en réalité. Mais l'autre inconvénient que tu n'as pas évoqué pour Élise, pour ce système de questions, c'est qu'en fait, ils se sont servis de ça comme d'un plan, avec finalement un exercice qui redevenait assez traditionnel, c'est-à-dire on a question 1, question 2, question 3, et on répond à chaque question. Donc, ça donne un plan qui est intéressant et cohérent, donc c'est bien aussi. Mais étant donné la liberté pédagogique, la façon dont ils peuvent se saisir un peu tout ça, je me dis que peut-être une seule question qui ne donne pas le plan, ça peut être aussi plus intéressant. Et ensuite, les élèves qui ont des difficultés, aller les accompagner, leur dire peut-être qu'il faudrait faire dans cet ordre-là, etc. Oui, c'est vrai que mon idée de départ, c'était qu'ils répondent à ces 3 questions un peu en filigrane de leur oral, mais pas forcément sous forme 1, 2, 3, mais c'est compliqué comme exercice à demander à des élèves de 3e. Ça les rassure aussi, ce genre de plan. Alors, c'est là qu'on aimerait avoir votre avis, puisque ce sont les sujets que j'ai proposés à mes élèves, donc 8 sujets, donc avec voilà, parfois 2 groupes sur le même sujet. Donc des choses très différentes et voilà, juste avant de vous laisser la parole, avant de vous laisser réagir, par exemple, le sujet numéro 2 et le sujet numéro 6, le bain de lait, le nez de Cléopâtre, il y a moins de ressources, il y a moins de choses à dire. Donc ça, c'est des sujets que j'ai pu proposer, par exemple, puisqu'on parlait de différenciation, à des groupes peut-être un peu plus faibles, si j'ose dire, alors que bon, la mort de Cléopâtre, là, il y a de quoi faire en termes de peinture, en termes de texte, donc c'est déjà un corpus documentaire beaucoup plus fourni. Donc là, c'est vrai que j'avais tendance à le distribuer à des groupes dont je connaissais déjà un peu la solidité, si j'ose dire. Voilà. Donc si vous avez des réactions, des questions, des choses qui vous viennent tout de suite en voyant ça, en disant bah, moi je vois tel problème, tel inconvénient de tel ou tel sujet. Clara, tu peux réagir? Oui, juste pour être sûre, donc c'est toi qui distribuais les sujets, parce que tu disais ceux qui te semblaient les plus difficiles aux groupes les plus voilà, assurés. après, franchement, on est toujours dans la discussion, donc si un groupe me disait non, mais moi je veux absolument faire ça, il n'y avait pas de souci. Après, honnêtement, comme ils ne connaissaient pas très bien Cléopâtre, ils n'avaient pas forcément ils n'avaient pas forcément de coup de cœur tout de suite sur un sujet ou un autre. Donc ça s'est pas trop mal passé. Le fait que j'impose les sujets, c'était plutôt bien pris. Parce que moi, la première remarque qui me vient en totale amatrice, novice, mais c'est pas forcément le problème, hein, c'est la différence d'étendue des sujets. Ouais. Et du coup, la liberté que certains peuvent avoir avec un sujet comme la mort de Cléopâtre ou Cléopâtre au cinéma, et le nez ou la perle. Voilà. Et du coup, de savoir comment les groupes géraient cette différence entre un sujet très, très, très précis et un sujet extrêmement large qui leur demande beaucoup plus de
je sais pas, peut-être aussi d'esprit critique et de choix dans le corpus documentaire. Je ne sais pas si les autres participants veulent réagir aussi à ce sujet. Une question dans le chat. C'est Laurence Poncet, je crois, qui veut réagir. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, je trouve pas la petite main là, sur l'écran que je trouve les autres fois, mais là je la vois pas pour lever la main, donc j'ai C'est pas grave. moi c'était, je pense que c'était une question que j'avais. C'est pas en réponse à ce qui était évoqué à l'instant. Je pose ma question quand même. Bon, oui. Oui, parce que c'est comment dire, c'est en si peu de temps, effectivement, c'est beaucoup de choses à faire. Dans l'orientation qui a été donnée aux élèves pour aller sur les sites, vous leur avez donné une liste de sites ou de documents précis pour qu'ils aillent voir sur Internet, c'est ça? J'ai peut-être. Oui, en fait, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû le montrer avant, mais en fait, on leur a donné un Padlet. Fabien, est-ce que tu peux éventuellement le partager à l'écran? Moi, j'ai rassemblé en fait les sources voilà, sous un même mur collaboratif. Oui. Sinon, tu montes la capture d'écran et puis tout à... ouais. Donc voilà, moi j'ai créé c'est sous forme de tuiles. Donc une tuile correspond à une ressource, donc un texte, Oui, d'accord. voilà, un article. Donc eux, ils avaient tout ça. L'idée, Oui. c'était un peu aussi qu'ils se débrouillent. Donc je leur ai Mhm. donné tout ça avec en plus. Donc ils ont cherché des revues au CDI, je leur ai apporté des livres. Et c'était à eux un peu de faire le tri là-dedans et d'aller voir ce qui concernait leur sujet. Ah oui, donc ils cliquaient, ils accédaient au site en Exactement. cliquant sur Oui, tout à fait. voilà, sur le lien. Très bien. Oui. Mhm. Pour éviter justement, parce Oui. qu'effectivement, sinon ils se perdent sur Internet, Wikipédia, tout ça. Alors ils pouvaient y aller, bien Oui. entendu, mais effectivement, pour essayer de cadrer un petit peu, parce qu'il y avait la contrainte du temps, et puis pour éviter qu'ils aient voir aussi peut-être un peu n'importe quoi. Mais voilà, les ressources Oui, documentaires, c'est l'objet de ma demande aussi. euh, elles étaient rassemblées. Et donc, voilà, moi, j'avais montré l'idée, ce que j'ai pas eu le temps de faire avec eux, mais ce qui serait intéressant, c'était la première colonne, en fait, c'est les textes antiques. La deuxième colonne, c'était les articles scientifiques. La troisième, c'était les publicités. C'est là où il y a le point d'interrogation. J'aurais aimé que les élèves me disent, voilà, en fait, ils n'ont pas eu le temps. C'était l'idée aussi, voilà, de faire une différence entre une source qui vient directement de l'Antiquité, une source des années 2000, une source visuelle, une source textuelle, etc. Donc, voilà ce qu'on leur a donné. Donc, Et combien de temps, pardon, allez-y, allez-y. en réalité, combien de temps ils ont passé en temps réel à faire ces recherches? Parce que c'est, enfin, surtout voilà, en collège, ils s'éparpillent vite, c'est normal. Combien de temps ça a duré au CDI finalement? C'était 1 heure prévue, mais ça n'a pas pu être fait en 1 heure. Alors, en fait, on a fait une première heure au CDI où ils ont repéré, noté les revues, les pages, etc. qu'ils devaient aller voir. Ils avaient toujours les livres à disposition que moi j'apportais à chaque cours. Voilà, moi j'avais tablé 1 heure au CDI, 1 heure en salle informatique, mais en fait, et en fonction des sujets aussi, c'est vrai que certains avaient plus de ressources au CDI, d'autres plus sur Internet. Donc, c'était aussi la différence. Donc, en fait, ils étaient un peu dans les deux salles. Ils ont pu circuler un petit peu. Puis, on était 2 enseignantes. Donc, ça permettait aussi de circuler. Bon, honnêtement, ouais, ça a bien pris 2 heures, 3 heures déjà. Mais ils commençaient déjà à constituer leur diaporama en même temps. Ça ne s'est pas fait. Moi, j'envisageais les choses les unes à la suite des autres. Mais le diaporama se faisait un peu en même temps. Évidemment, moi, je circulais derrière aussi pour les guider, pour voir si c'était un peu trop lent, d'essayer un petit peu de les aider dans la lecture de certains documents un peu difficiles. Donc, oui, c'est bien 2 heures, 3 heures, en fait. Oui, d'accord, oui. Ils travaillent au CDI Oui. en salle informatique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Je coupe je me remets en muet. Bon, si personne d'autre part, je vais faire mes petits commentaires, moi. Moi, ce qui m'a étonné quand on a regardé les thèmes ensemble avec Élise, c'est le mélange de sujets qui sont un sujet à étudier, la mort de Cléopâtre, l'épisode de la perle, Cléopâtre au tapis, le nez de Cléopâtre et le bain de lait légendaire. Et en fait, 3 thèmes qui en fait sont plutôt sur des supports, donc Cléopâtre au cinéma, Cléopâtre en musique et Cléopâtre en publicité. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi deux grandes approches, si j'ose dire, dans la réception, dans les études en réception de l'Antiquité, c'est-à-dire que on va avoir des approches qui ont un côté un peu catalogue, où on fait une liste de films, une liste de clips, une liste de publicités.
et d'autres approches où on va au contraire essayer de combiner plusieurs types de supports pour aborder un sujet. Et finalement, voilà, ça traduit aussi un peu différentes approches de la réception, mais moi j'envisage que peut-être le côté par support ici, contrairement peut-être à ce que j'aurais pu dire il y a quelques années, est plus complexe pour des élèves, parce que justement, pour retirer quelque chose qui est commun à part le support, c'est quand même assez difficile, et il faut aller vraiment là, justement, c'est une connaissance plus fine, parce qu'il faut voir justement comment une œuvre influence l'autre à l'intérieur du même média, et c'est peut-être un peu compliqué. Et, et voilà, c'est ça que je trouvais un peu difficile avec ces thèmes. Après, sinon, ils peuvent tous être étudiés. Mais voilà, je me disais qu'il y a peut-être des thèmes à revoir. Et j'aime beaucoup l'idée aussi que j'ai suggérée, donc de finalement leur donner... parce que tu leur dis quand même, vous, c'est ces œuvres-là sur lesquelles vous allez travailler? Non, Alors, je leur laisse tu un as fait temps les où, deux. voilà, ils découvrent un peu le Padlet et où, en fait, ils vont essayer de piocher ce qui les concerne. Si vraiment je vois qu'ils n'y arrivent pas, je vais les aider. Mais au départ, ils ont tout à disposition et ils doivent faire un tri. En disant, bah, ça, c'est bien pour mon groupe, ça, c'est pas pour mon groupe, ça peut-être, je sais pas, je suis pas sûre. Enfin, voilà. Finalement, du coup, c'est deux approches assez différentes. Là, effectivement, toi, partir d'un sujet et aller vers du contenu. Et peut-être, moi, ce à quoi je pensais, c'est leur donner une sélection et leur faire émerger justement une Ouais. thématique à l'intérieur. Donc, ça peut être aussi deux types de sujets différents, deux approches différentes. Euh, voilà. Parce que je persiste à dire que les thèmes Cléopâtre au cinéma en musique et en publicité, ça doit être assez dur, puisque bon, on voit bien en colloque avec des universitaires aguerris que, bon, parfois ce genre d'approche, c'est quand même pas très intéressant. Alors que par thème, c'est plus facile aussi de réagir, de comprendre. Bah, en fait, j'ai fini par réduire parce que, par exemple, Cléopâtre au cinéma, bon, j'ai dit, bah, on va se concentrer sur le film de Mankiewicz et Alain Chabat, point barre. Et puis Cléopâtre en musique, j'avais mis aussi pas mal de choses et on a fini par se concentrer sur Katy Perry, Dark Horse, et c'était largement suffisant. Et puis, c'est aussi celui pour lequel on avait ton article, Fabien, donc ça leur donnait pas mal de grains à moudre. Mais c'est vrai que j'ai dû réduire, oui. Bon, peut-être qu'il y aura des questions sur des réflexions de la discussion tout à l'heure. On a des Il y a mains une levées. question. Alors, on n'a que le prénom, Vincent. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, vous parliez justement des compétences de recherche d'information numérique, PIX. Est-ce qu'on pourrait envisager pour des élèves vraiment autonomes, assez avancés, comme vous disiez, je crois solides en quelque sorte, qu'ils cherchent eux-mêmes une thématique, une sorte de sujet libre? C'est une excellente idée. C'est vrai que c'est rassurant pour l'enseignant en fait de donner des choses déjà décidées, déjà établies. Mais oui, tout à fait. Alors, je pense par contre que ça sous-entendrait un travail en classe plus approfondi que ce que j'ai montré, 1 heure d'introduction. Je pense que ce serait malheureusement pas suffisant. Mais oui, tout à fait. En fait, je pourrais juste leur mettre les ressources à disposition. C'est un peu ce que proposait Fabien aussi, je crois. Ils auraient juste les ressources et en fait à eux ensuite de dégager les sujets. C'est un peu ce qu'a fait, différemment, mais Samuel Turcin voulait aussi que les élèves dégagent les thématiques eux-mêmes. Je pense que ça demanderait peut-être plus de séances, mais oui, c'est une excellente idée que ce soit à eux de trouver les thématiques, les sujets. Ça pourrait être à la maison aussi, hein, ça pourrait être un travail qu'on demande à faire à la maison d'une semaine sur l'autre. Donc oui, c'est une bonne idée. Et une dernière chose pour donc l'évaluation, la reprise, donc ils le font devant leurs camarades. Oui. Vous parlez, je crois, de co-formation au début. Donc est-ce que justement l'avis des camarades a été possible à la fois sur, on va dire, les compétences de présentation des différentes ressources, mais aussi justement comment, puisque nous sommes en réception, comment est-ce qu'ils reçoivent justement ces différents documents, ces différentes sources auxquelles on n'aurait pas pensé? Est-ce que l'avis des autres est aussi étudié? Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que les autres groupes qui n'avaient pas travaillé sur le sujet avaient tendance à ne pas connaître grand-chose de ces sujets-là. Ils avaient beaucoup travaillé sur leur sujet. Mais c'est vrai que je les fais travailler aussi parfois sur l'évaluation entre pairs, où en fait les élèves jouent le rôle du jury.
Donc, c'est à eux. Et justement, donc, là, je l'ai fait pour... c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je leur ai donné donc, des petites fiches d'évaluation avec les compétences que je vous ai présentées tout à l'heure. Et je demande toujours l'avis des élèves. Ils adorent jouer le jury de toute façon à cet âge-là. Donc, évidemment, je reste maîtresse de la note finale, mais j'aime beaucoup leur demander leur avis. Et ça travaille aussi l'esprit critique. Hein. Dire, bah voilà, le travail de vos camarades. Alors, ils osent jamais trop... critiquer, ils aiment bien donner le positif, ils ont du mal à donner le négatif, mais voilà, je leur explique que c'est constructif aussi, que ce soit sur la qualité du PowerPoint. C'est souvent ça qui les interpelle en premier, c'est la qualité du PowerPoint, des images présentées. Donc oui, ils ont été acteurs aussi de l'oral des autres, l'évaluation des autres. Très bien, merci. Merci beaucoup. Et Clara et Laurence, vous voulez réagir aussi? Oui, moi Ah, pardon, allez-y. Non, j'allais vous dire, je vais laisser Laurence en premier, donc voilà. je vous en prie. Pour la partie historique, pure et dure, j'allais dire, ça, vous l'aviez abordé, ce travail, il s'inscrit, si j'ai bien compris au départ, il y a une séance. D'abord, il y a eu une séance sur César, c'est ça? Enfin, la partie vraiment historique liée à la vie de Cléopâtre, ils l'ont étudiée en cours avant, c'est ça? Étudier, c'est un bien grand mot. Enfin, étudier, aborder. Voilà, aborder un peu la chronologie de Cléopâtre. Oui. Et c'est vrai que je me suis beaucoup servie de cette vidéo TED qui, en 4 minutes chrono, donc ça va très vite, hein, permet un petit peu de donner, disons, des jalons sur la biographie de Cléopâtre. Mais oui, quand j'ai parlé de César, effectivement, j'ai commencé déjà à parler un petit peu de la biographie de Cléopâtre, du personnage. Oui, très bien, c'est vous qui l'avez fait. Oui, mais rapidement. Franchement, je l'ai fait rapidement. Je me suis dit que dans ce projet, ils allaient de toute façon croiser des dates, des textes, donc des références aussi à la femme qu'elle était, à des événements de sa vie, et que ça allait finalement avec aussi le travail de tout le monde au moment de la présentation des oraux, reconstituer plus ou moins le puzzle de cette femme légendaire. Et dernière question concernant pour la partie langue latine, oui. elle est pas évoqué. Voilà, c'était pas, il n'y a pas un moment où il leur a demandé il n'y a pas de texte où suit de. Alors, c'est vrai que c'est toujours le problème, mais on va y revenir avec Fabien, puisque j'ai eu la réaction d'un élève à la fin, mais c'est quoi le rapport avec le latin en fait? Parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il a fait l'histoire, il a fait de la civilisation, il était très content, mais on n'a pas fait de langue latine. On est toujours en train de ménager un savant équilibre en option latin entre la langue, la grammaire, qui ne leur plaît pas des masses, c'est vrai. Oui. Qui est compliqué avec eux, ils n'ont pas un niveau vraiment en troisième, on ne peut pas forcément faire de traduction, etc. Alors, on peut faire des traductions guidées, on peut faire des traductions juxtaposées à trous, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas aller très, très loin. Donc, le latin, en fait, je l'ai travaillé en leur montrant, plutôt de manière numérique, le site Itinera Electronica, où en fait, on a la plupart des textes latins, on a l'équivalent pour le grec aussi, sur Odoi Electronicoi, et donc de leur montrer. C'est ça qui m'intéressait, que quand on dit plus tard que vie de César 52-33, ils ne comprennent rien, ils pensent que c'est des dates, ils ne savent pas à quoi ça fait référence. Donc, de leur expliquer ce que c'est, voilà, c'est le chapitre 52, paragraphe 33, et de leur montrer comment aller trouver ce texte sur Internet et notamment sur le site Itinera Electronica. Donc, dans le Padlet, ils avaient les liens vers le texte latin. Et donc, ils avaient texte latin à gauche, traduction à droite. Et dans leurs exposés, dans leurs diaporamas, voilà, c'est ce que vous montre Fabien là tout de suite, je leur avais demandé... En fait, c'était intéressant parce qu'ils allaient tout de suite voir le français. Et ils avaient beaucoup de mal à retrouver parfois l'équivalent exact en latin. Donc là, ils ont passé aussi un peu de temps à essayer vraiment de... parce que parfois, ils me copiaient-collaient 3 pages. Ils disaient non, essayez de me trouver vraiment le passage où il est de cibler le moment en latin où il est question de la perle dans le vinaigre ou du pain de lait de Cléopâtre. Et c'est vrai que pour ce projet, il n'y a pas beaucoup de langue latine à part cet aspect-là. D'accord, merci. Merci. Clara, du coup, tu voulais intervenir? Oui,
c'était très rapide, pardon. C'était juste pour savoir si, du coup, dans tes sujets, tu avais inclus des bandes chronologiques ou s'ils avaient toute l'attitude, même en termes de recherche iconographique. Je pensais à des représentations, voilà, même antiques. Ou s'ils sont tous partis vers l'ultra-contemporain. Enfin, voilà, comment ça s'était passé? Eh ben, non, il n'y avait pas de bande chronologique. Donc, c'était vraiment qui a parlé en premier du nez de Cléopâtre, d'où est venue cette légende, qui a parlé en premier du bain de lait. Et ils arrivaient quand même avec Internet à trouver assez rapidement. Puis, alors, ils ont eux aussi trouvé des ressources que j'ai ajoutées ensuite dans le Padlet. Hein. Certains ont trouvé d'autres articles, etc. Ça, c'était chouette. Alors, donc, moi, j'avais donné les ressources ultra contemporaines des années 2000 pour ce qui est de la musique, de la publicité notamment. C'est vrai que voilà, sur des sujets comme l'épisode de la perle, on va plutôt aller voir les textes antiques. Alors, la mort de Cléopâtre, c'est vrai que là, on pouvait avoir vraiment quelque chose d'assez vaste. Alors là, ce qui les a guidés, c'est les ouvrages que je leur ai donnés. C'est-à-dire, je leur ai donné, notamment pour la mort de Cléopâtre, l'ouvrage de François de Calatet. Et il y a tout un chapitre qui va en parler, notamment dans la peinture. Et voilà, je leur ai demandé de sélectionner une période historique qui peut-être abordait plus le sujet qu'une autre. Mais c'est vrai que ce qui réussissait à les borner, c'était les sources, en fait. Moi, j'ai rien imposé. Après, bien sûr, je vérifiais, hein, j'allais les aider. Mais c'est vrai que ouais, peut-être que des bandes chronologiques, ça les aurait un peu aidés quand même sur certains sujets. Merci. Et je ne sais pas si Laurence veut de nouveau intervenir. Non. Non, pardon. J'ai la main peut-être. Oui. Et Fabien, je crois que tu voulais ajouter éventuellement des sujets sur... Non, bon, c'est peut-être pas la peine de... Ouais. Moi, j'avais proposé, par exemple, de mettre femmes de pouvoir, qui permettait de croiser, par exemple, notamment cinéma et musique assez efficacement, ou pas mettre que le nez, mais tout le visage. Comme ça, il y a aussi le maquillage, il y a aussi la couleur de peau, etc. Ça peut être... mais sinon, voilà. Je trouve c'est bien aussi d'avoir des sujets de formats différents et de niveaux, entre guillemets, différents, puisque tu connais bien les élèves à ce stade de l'année, pour aussi distribuer un peu. C'est vrai que sur la couleur de peau, voilà, il n'y avait pas de sujet en particulier, mais en fait, ils ont trouvé tout seuls, en trouvant des articles récents sur les reconstitutions 3D du visage de Cléopâtre, etc. Donc comme ça, on a pu en discuter justement sur l'origine ethnique, cette question de Cléopâtre, était-elle grecque, égyptienne, etc. Donc ça, ce n'était pas vraiment proposé dans les sujets, les thématiques. Mais comme ils ont réussi à trouver d'eux-mêmes, j'ai pu en discuter avec eux. Alors, donc voilà, là, les ressources physiques, si j'ose dire. Donc, un catalogue d'exposition du musée Lugdunum de Lyon sur les péplums. Donc là, c'était pour le cinéma. L'ouvrage de François de Calatet qui croise un peu tous les sujets et le titre « Usage et mésusage de son image ». C'est vraiment un ouvrage sur la réception de cette figure. Donc, il y avait beaucoup de choses sur la mort de Cléopâtre, mais pas uniquement. Et la bande dessinée aussi, Astérix et Cléopâtre, était une ressource. Et le dossier pédagogique qui va avec, que j'avais mis dans le Padlet, puisqu'il y a justement la biographie de Cléopâtre, il y a des éléments dans la bande dessinée sur son nez, sur son bain de lait. Donc, il y avait aussi les revues, que moi j'avais présélectionné au CDI, mais que les élèves ont trouvé tout seuls. Donc là, ça leur permettait, merci Fabien. Donc ça, c'est la revue pédagogique qu'ils avaient tous, voilà, pour les dates. Et puis après, sur le sujet sur le nez et sur le bain de lait, il y avait aussi les petites vignettes de la BD. Donc les revues qu'ils ont pu trouver, la littérature jeunesse, mais finalement, voilà, un ouvrage comme Le Trône de Cléopâtre, finalement, ils n'avaient pas le temps de le lire, mais c'était pour montrer que c'était une figure présente dans la littérature jeunesse. Le Padlet, donc on a déjà présenté. Donc voilà, je ne suis pas allée au bout de ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire que à chaque fois, les élèves classent les ressources documentaires. J'avais mis le documentaire secret d'histoire pour ceux qui voulaient éventuellement consulter des extraits chez eux, plutôt qu'en classe, on n'avait vraiment pas le temps. Alors, même si moi, je pouvais diffuser des extraits de 5-10 minutes, mais voilà, on ne peut vraiment pas se permettre de regarder un documentaire en entier. Donc ça, c'était voilà, un extrait du diaporama bilan que j'ai proposé, mais vraiment comme une proposition et pas comme un corrigé, en leur montrant la bande-annonce,
voilà, justement pour les groupes qui n'avaient pas travaillé sur le cinéma, en leur parlant de l'image de Cléopâtre qu'on a gardée avec ce maquillage et qu'on garde toujours quand on veut se déguiser en Cléopâtre aujourd'hui. Donc, ils aient conscience que ça, c'est pas forcément la Cléopâtre telle qu'elle était, mais en fait une construction, une image depuis les années 60, depuis le film. Donc, je récapitulais. Et puis, voilà pour les résultats et le bilan qu'on peut faire du projet. Donc, on a fait ensemble... Enfin, forcément, j'ai un peu réfléchi à ce que je pouvais améliorer, mais je l'ai beaucoup fait avec Fabien. Donc, ce que je voulais, les objectifs de départ, c'était vraiment leur faire prendre conscience de la subjectivité dans l'écriture de l'histoire, que les points de vue pouvaient être biaisés, et la vidéo TED en parlait un petit peu. Voilà, quand on voulait décrédibiliser un personnage, forcément, les auteurs antiques en donnaient une image ternie. Quelles pouvaient être les rumeurs, les stéréotypes sur Cléopâtre, les lacunes documentaires aussi, dont nous sommes tributaires. Le fait qu'on utilise la culture populaire pour valoriser et puis leur montrer l'intérêt d'analyser cette culture et de ne pas avoir une consommation passive face à des publicités, face à des clips vidéo, face à des films. L'intérêt du texte original, on l'a vu avec l'erreur de traduction, et de contextualiser la traduction, même si là, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je ne suis pas allée très très loin à ce propos. L'interdisciplinarité aussi, dont on a parlé au tout début, histoire des arts, la langue, le numérique. Donc j'ai parlé tout à l'heure, merci pour la question d'Itinera Electronica, qui permet d'avoir accès aux textes anciens en ligne. L'EMC dont on a parlé, sur les valeurs civiques et morales. Et puis, je veux bien que tu continues. Voilà. Les élèves ont été intéressés et motivés par ce travail. Et parfois un peu déstabilisés, on l'a dit avec Fabien, sur le fait que je n'avais pas forcément une réponse à apporter en disant mais voilà, l'histoire du nez, c'est n'importe quoi, ou l'histoire du bain de lait, c'est n'importe quoi. Enfin, qu'il fallait parfois accepter de ne pas avoir de réponse vraiment tranchée sur une question ou une autre. Alors, ce qui s'est passé, j'ai parlé des questions que je travaille toujours la reformulation de ces questions-là. En fait, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre certaines notions et à les appréhender. La notion de représentation, la notion de réception, la question d'image récente. Voilà, ça aussi peut-être à reformuler, parce qu'en fait, ils me disaient, bah oui, ça date de 2010, donc forcément, c'est récent. Il y avait tout un enjeu aussi sur le mot « image », puisque quand je demandais est-ce que c'est une image fictive ou historique de la reine, pour eux, forcément, image, c'est voilà, un tableau, c'est une image. Donc oui, c'est forcément une image fictive, c'est pas une image historique. Donc là, il y a tout un travail au niveau du vocabulaire à mener sur qu'est-ce qu'une image et qu'est-ce que j'entendais par une vision, en fait, de la reine. Ils avaient du mal à comprendre qu'il y ait des visions différentes, récentes, anciennes, fictives, historiques, etc. Donc, difficulté aussi pour eux à faire preuve d'un vrai sens critique face à une image ou à un texte. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Si c'est montré dans le tableau, c'est que c'est vrai. Voilà, ils ont tendance vraiment à donner crédit à tout ça. Donc, il fallait leur faire prendre un petit peu de recul. Pareil pour les films. Projet un peu chronophage, même si je disais tout à l'heure que je voulais qu'il soit rentable en termes de temps. Finalement, on a plutôt utilisé 6 séances que 3, mais je ne regrette pas parce que ils ont aimé le projet, moi aussi, ils ont appris plein de choses. Et puis, c'est eux qui ont fait le contenu, en fait, du cours. Et tout le monde a profité du travail de chacun. Et donc, pour ça, je suis quand même si ça a pris du temps, je suis contente. Ils ont appris beaucoup de choses sur Cléopâtre. On a dit que c'était une figure, finalement, avec laquelle ils avaient peu de familiarité à cet âge-là. Donc, tout à l'heure, au moment de la question, j'ai rappelé qu'un de mes élèves me dit « Mais en fait, est-ce que c'est vraiment un cours de latin, ce qu'on a fait ?» Donc, c'est toujours l'enjeu d'équilibrer travail sur la langue, travail sur la civilisation. Donc là, c'est clairement un projet dans lequel je suis partie sur l'aspect histoire, civilisation et puis réception, avec en tête l'idée d'acquérir plein de compétences, mais pas que pour le latin, donc en numérique, en esprit critique, etc. Et d'autres chapitres, et notamment celui sur César en début d'année, vont proposer beaucoup plus de textes latins, beaucoup plus de traductions, beaucoup plus de travail sur la langue que celui-là. Nous avons discuté avec Fabien des prolongements possibles, des adaptations, des améliorations qu'on pourrait faire avec ce travail. Alors, notamment sur la vidéo TED-Ed, Fabien m'a dit « mais ce serait super de le travailler aussi en cours d'anglais avec la collègue,
de travailler aussi avec le collègue de technologie pour éventuellement écrire les sous-titres en français, puisque là, ils ont les sous-titres uniquement en anglais. Donc ça pourrait être un travail aussi intéressant. Peut-être avec le collègue d'art plastique, plutôt que de faire un diaporama, si on veut varier un petit peu la façon de rendre une production, c'est de réaliser une bande dessinée. Mais on voit que c'est un projet qui commence à prendre un peu plus d'ampleur encore. Fabien a parlé d'Assassin's Creed, donc ajouter les jeux vidéo. C'est vrai que ça, c'est une source qui n'était pas présente dans le Padlet. Et en profiter pour travailler sur les langues anciennes dans le bassin méditerranéen, puisque je crois que dans le jeu Assassin's Creed, Fabien, je ne sais plus, tu m'avais dit la langue qu'elle parle, Cléopâtre, c'est quoi? Alors, dans Assassin's Creed, elle parle avec un petit accent anglais qui la rend un peu hautaine. Et dans Civilization 6, ils la font parler dans une reconstitution du Moyen égyptien qui a été faite pour des films. Donc, c'est très marrant parce que Cléopâtre, pour le coup, ça aurait été facile de la faire parler les Grecs. Et ils se sont compliqués la vie pour un effet de réel qui, en fait, du coup, rend les choses plus fausses. Même si Cléopâtre était réputée par l'Égyptien, c'était certainement pas cet Égyptien-là. Ok. Et donc peut-être aussi ajouter des ressources qu'on considère un peu plus comme élitistes, comme l'opéra, le théâtre, mais pour que justement elles viennent dialoguer avec des ressources comme les publicités un peu plus populaires, etc. Et puis, par rapport aux compétences évaluées, c'est vrai qu'on essaye de faire progresser les élèves et de voir une progression de la 5e à la 3e, mais aussi au sein d'un même niveau, donc en 3e, et de refaire en fait un travail, pas forcément similaire, mais d'évaluer les mêmes compétences que celles qui ont été évaluées sur Cléopâtre plus tard dans l'année, sur un autre chapitre. Et par exemple, Néron s'y prête bien, puisque on peut facilement faire enquêter les élèves, est-ce que c'est vraiment Néron qui a mis le feu à Rome, etc. Et donc travailler un peu les mêmes compétences au niveau sens critique, travailler avec un corpus documentaire notamment. Et enfin, une suggestion aussi, c'est d'écrire un article avec les élèves sur ce travail qui a été fait, sur comment ils l'ont fait, puisqu'on a un blog au collège, justement, qui est alimenté par des articles écrits par les élèves, que ce soit sur les clubs, sur les sorties, les projets. Et donc, les élèves ont l'habitude de devenir rédacteurs et de parler de leur travail. Voilà pour les prolongements. Et puis, je laisse la parole à Fabien pour le côté vraiment réception de l'Antiquité en tant qu'outil dans un tel projet. Oui, avec Élise, du coup, on a réfléchi un peu à l'intérêt vraiment d'utiliser la réception comme on a qualifié ça d'outil au collège et dans un projet de ce type, donc aussi pour répondre finalement à l'invitation du séminaire Mentor, qui m'invite à réfléchir vraiment sur ces questions-là. Donc, on a fait un peu une liste donc, qui n'est pas exhaustive. Il y a évidemment tout ce que Élise a déjà dit. D'ailleurs, je vais répéter un peu certaines choses. Toutes ces compétences aussi qui sont officielles ou que Élise a voulu mettre en avant et auxquelles le projet répond assez bien, comme elle l'a montré. Et voilà, aussi tous les enjeux socioculturels qu'on a évoqués au fur et à mesure de nos échanges. Donc, ça va faire un peu un côté liste. Faudrait mettre tout ça en perspective. Ce projet et donc son utilisation de la réception, il permet de socialiser les élèves avec tout un ensemble de pratiques, d'œuvres et de discours qui sont essentiellement artistiques. Ce n'est pas forcément des choses auxquelles ils sont habitués. Ils sont là avec un professeur, une professeure qui va assurer un peu l'intermédiation entre ces œuvres et eux, et c'est à la fois un inconvénient et un avantage, on en a parlé un peu. Vraiment, dans le côté EMC, éducation morale et civique, je pense que tout ce qui concerne vraiment la construction de l'esprit critique est ici vraiment bien mis en avant, parce qu'on a la mise en concurrence de différentes sources qui sont toutes jugées qualitatives par les élèves, mais voilà, dans une société démocratique, il faut aussi apprendre aux futurs citoyens à justement faire la part des choses, à avoir un discours nuancé, à faire des choix aussi sur les sources qu'on utilise et à faire des choix, évidemment, qui sont motivés par des critères.
Ça permet aussi, je trouve ça très intéressant parce que ça met le professeur dans une position qui n'est pas forcément évidente, mais qui est très intéressante, de nuancer la parole professorale, puisque l'enseignant ne sait pas tout et ne peut pas tout savoir, puisque il y a forcément des choses, là, avec un dossier comme celui-ci, où il va dire « je ne sais pas », alors même qu'il y a des sources qui disent quelque chose et on peut quand même pas répondre si c'est vrai ou pas. Ça permet de travailler aussi différents types de littératie, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc la littératie écrite, donc en latin, notamment, c'est logique, la littératie visuelle, donc la capacité à lire du coup un texte, à lire une image. Donc, vraiment, ça, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup à l'INSPE, c'est à quel point on n'apprend pas aux élèves, et donc ça se poursuit dans tous les niveaux, à lire les images, alors même que c'est censé être un des grands axes de l'enseignement dans toute l'Europe. Justement, il y a une volonté un peu partout d'enrichir ça, et dans les faits, c'est très peu fait. Donc ici, la mise en concurrence des différentes représentations de Cléopâtre, elle force un regard critique, parce qu'on a deux images qui disent quelque chose de différent, deux représentations différentes, donc forcément, on doit critiquer. Il y a aussi de la littératie médiatique, puisqu'il y a des articles, il y a des documentaires, il y a des vidéos, il y a de l'art, il y a de la source antique, avec des objectifs extrêmement variés. De la littératie numérique, là, on force les élèves aussi à utiliser pour de la recherche, pour de l'enseignement à des visées pédagogiques des outils numériques, ce qui n'est pas toujours évident non plus. Là, on voit l'importance des ressources pour trouver les sources, les critiquer, puis pour présenter le résultat de leurs travaux. L'assemblage projet-réception permet aussi de montrer l'importance de l'interdisciplinarité et donc de collaborer. Ça, je trouve ça aussi très important. Montrer que plusieurs approches vont peu à peu aboutir à un discours unifié, à des discours complémentaires. Montrer l'importance de la culture dite classique, puisque c'est quand même aussi un peu l'objectif du cours, et d'ailleurs c'est dans les grands objectifs qui doivent être poursuivis. Donc comprendre cette culture classique pour mieux connaître, mieux comprendre aussi le monde actuel et ses évolutions, montrer les influences. Varier les supports traités en cours aussi, je l'ai déjà dit, ça me semble très important et intéressant pour montrer l'intérêt qui peut être porté à toutes les cultures, donc personnelles, collectives, les cultures dites populaires, classiques, élitistes ou avant-gardistes aussi, et réfléchir sur la légitimité des pratiques culturelles et du discours des élèves. Donc là, je pense que prendre aussi un support différent, des images différentes, ça permet de donner aussi une autre légitimité au regard des élèves et de donner une légitimité différente à celui des élèves. Et enfin, ça valorise dans l'idée, finalement, dans les faits, moins avec le Cléopâtre en tout cas, la culture personnelle, puisqu'on va aussi avoir des représentations qu'on va pouvoir remettre en jeu à l'intérieur de ce projet. Et ça ouvre les autres cultures au regard des élèves et à leur intérêt pour s'enrichir et aussi mieux comprendre leur propre culture, puisqu'ils vont comprendre aussi d'où vient telle représentation, pourquoi dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment, ce qu'ils pratiquent, pourquoi c'est comme ça, et de remonter un peu le fil, et finalement s'intéresser aussi à la culture de leurs proches, comprendre aussi la culture de leurs enseignants, etc. Et voilà un peu pour ma liste, qui est un peu une liste à l'après-vert. Et on a terminé. On avait dit qu'on en aurait pour 1 heure maximum, et ça fait 1 heure 3 quarts. Merci de votre attention. Merci beaucoup.